Alors bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à corriger l'épreuve de droit des obligations de 2019. Et là, sommes en fait au grand 3. C'est-à-dire que nous avions découpé, nous avons eu plusieurs vidéos que vous avez dû regarder. La première des vidéos, c'est une vidéo en fait un peu généraliste sur comment se préparer avant septembre. La deuxième vidéo, c'était une vidéo en fait sur que faire sur votre brouillon, sur ce que fallait-il faire sur votre brouillon avec cette épreuve de 2019, quelles sont les étapes de votre raisonnement, notamment rechercher votre plan. Et ensuite, nous étions lancés dans la rédaction avec une vidéo où nous avons rédigé le grand 1, une vidéo où nous avions rédigé le grand 2, et là maintenant nous allons terminer en rédigeant le grand 3 puisqu'on avait découpé en 3 parties. Donc on entame grand 3. D'accord, je rappelle, grand 1, l'action contre François concernant le contrat de cession, c'est traité. Grand 2, l'action contre François au titre de l'engagement touchant son frère, la promesse de Portefort, c'est traité. Grand 3, l'action contre l'ancien commissaire aux comptes. C'est de celle-là maintenant dont nous allons parler. Donc, partie 3, l'action contre l'ancien commissaire aux comptes. Bon. Comme nous l'avons fait pour le grand 1 et le grand 2, il va falloir faire un rappel des faits. Parce que je vous ai bien précisé qu'il ne fallait pas faire un grand rappel des faits général au début du cas pratique, parce que sinon ce serait extrêmement long, puis je pense que vous en êtes convaincus maintenant. Comment appeler François, une fois il est cédant, une fois il est promettant? Comment appeler la société Low Equity, une fois elle est cessionnaire, une fois elle est bénéficiaire de la promesse? Donc vous sentez bien que vous auriez eu du mal à qualifier si vous aviez fait un grand rappel des faits. Donc on fait un rappel des faits pour chaque partie, ou éventuellement chaque sous-partie, mais je pense que chaque partie, ça reste plus intéressant. Bon. Du coup, ça permet de faire des rappels des faits qui sont beaucoup plus courts, très ciblés, pas trop longs à lire, parce qu'encore une fois, si le rappel des faits est trop long à lire, votre chargé de TD ou votre correcteur ne vous lira pas, il passera, et vous aurez perdu 2-3 minutes pour rien, alors que s'il y a 2-3 lignes, il va les lire. Bon. Donc là, quels sont les mots importants? On a une session de part sociale, le commissaire aux comptes annonce des bénéfices à venir très importants, visiblement il a menti, les bénéfices sont très inférieurs. Bon. Donc faites une phrase avec ça. Dans le cadre d'une session de part sociale, un commissaire aux comptes a réalisé un audit où il annonce des bénéfices très importants, mais visiblement il a menti. Les bénéfices sont très inférieurs aux prévisions. Le cessionnaire souhaite engager la responsabilité du commissaire aux comptes. Maintenant, vous terminez en faisant une annonce de plan. Vérifions quelles sont les conditions de la responsabilité du commissaire aux comptes avant d'envisager grand B les effets. D'accord? En plus de celle du cédant, ça va avec les effets, c'est-à-dire l'obligation in solidum. D'accord? Donc commençons par vérifier quelles sont les conditions de la responsabilité du commissaire aux comptes, grand A, en plus de celle du cédant que nous avons évoquée plus haut. D'accord? Dans le grand 1, on avait déjà vu que le cédant pouvait aussi engager sa responsabilité. Voilà, bon. Voyons donc grand A. Vous écrivez grand A, la responsabilité du commissaire aux comptes. Bon. La question ici est de savoir si un cessionnaire qui a acheté des parts sociales en s'appuyant sur l'audit du commissaire aux comptes peut agir en responsabilité contre ce dernier s'il a menti. Donc, le cessionnaire qui a acheté des parts sociales en s'appuyant, en faisant confiance à l'audit du commissaire aux comptes, eh bien peut-il engager la responsabilité de ce dernier s'il a menti? Bon. Vous rappelez que s'il n'existe pas de contrat entre la victime et le défendeur, eh bien dans ces cas-là, l'action en responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle. Dans ces cas-là, le premier des fondements, c'est la responsabilité pour faute que l'on trouve à l'article 1240 du Code civil, et qui suppose évidemment de prouver une faute. Vous définissez la faute. Vous avez normalement une majeure prête à l'emploi sur la faute. C'est un comportement anormal. C'est un comportement qui n'est pas celui qu'aurait eu le bon père de famille. La faute s'analyse de manière objective et abstraite. Peu importe ensuite que la faute soit volontaire ou involontaire. Il faut aussi évidemment qu'il y ait un préjudice. Et en matière extra-contractuelle, on répare intégralement ce préjudice sans perte ni profit, qu'il soit matériel, moral, corporel. Il faut aussi qu'il y ait un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Alors là, vous ferez sur votre majeur prête à l'emploi un pop-up sur le lien causal, en rappelant qu'effectivement il y a plusieurs théories de la causalité. Théorie de la causalité adéquate, théorie de l'équivalence des conditions, avec si possible un arrêt pour illustrer chacun d'eux. Et vous sortez ce pop-up si besoin. Mais là, honnêtement, on n'a pas besoin de faire tout un laïus sur les théories de la causalité. Ici, ça ne s'y prête pas. Donc vous dites juste qu'il faut un lien de causalité. Ça suffira, pas la peine de sortir notre pop-up. D'accord? Tout comme sur la définition de la faute, il y a plein de pop-up. La faute du mineur, de l'enfant, la faute du dément, la faute sportive. Mais vous ne les sortez que si c'est nécessaire. Ici, vous n'allez pas parler de la faute du mineur. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas besoin du discernement, on s'en fiche. Vous n'allez pas me parler de oui, alors attention, la faute sportive, elle se définit comme une violation des règles du jeu. Non, ici c'est hors sujet. Mais en revanche, dans votre majeur, sur votre
sur vos fiches de cours, quand vous faites votre majeur prêt à l'emploi, vous mettez pop-up sur la faute du mineur, pop-up sur la faute sportive, pop-up sur la faute d'abstention. Voilà, vous avez différents pop-up que vous sortez au besoin. Mais ici, on n'en a pas besoin. En l'espèce, il n'y a pas de contrat entre la société Low Equity et le commissaire au compte, et l'ancien commissaire au compte. Donc la responsabilité est bien sur le fondement extra-contractuel. Visiblement, il y a eu mensonge de la part du commissaire au compte, hein. Une lettre anonyme semble en attester. Donc s'il y a mensonge, il y a faute. Mentir, ça n'est pas un comportement normal, c'est un comportement objectivement fautif, quand on le fait pour tromper. Bon. La société Low Equity, visiblement, a subi des préjudices économiques. Elle a acheté, finalement, elle se retrouve avec une société qui vaut beaucoup moins cher. Bon, elle a peut-être eu à assumer des pertes, à prendre en charge certaines pertes. Donc oui, elle a subi des préjudices qui sont liés à cet audit, parce que c'est du fait de ce mensonge qu'elle a acheté si cher, elle l'aurait sans doute pas fait, sinon. Bon. Conclusion, la responsabilité du commissaire aux comptes pourra être engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute extra-contractuelle. Voyons maintenant grand B, la responsabilité in solidum, ou les effets de cette responsabilité, ou la réparation intégrale par le commissaire aux comptes et le cédant. Vous reprenez les mots du sujet, c'est comme vous voulez. Alors, ici, on vous a rédigé pour que vous vous rendiez compte un petit peu quelle taille peut faire une réponse. Se pose la question de savoir si, lorsque deux personnes sont responsables d'un même dommage, la victime peut demander le paiement intégral à chacune de ces personnes. Ça, c'est votre question de droit. Là, vous faites votre majeur. Par principe, l'article 1309 du Code civil prévoit qu'en matière civile, les dettes sont conjointes. Ça veut dire qu'un créancier ne peut demander à chacun de ses débiteurs que sa part. Il doit diviser ses poursuites. Il ne peut pas demander réparation intégrale. Mais il existe des exceptions. Il y en a deux. Première exception, c'est si l'obligation est indivisible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être exécutée partiellement. Elle ne peut pas se diviser. Elle s'exécute en une fois et puis c'est tout. La prestation est indivisible soit par nature, soit par contrat. Article 1320. Deuxième limite, c'est si l'obligation est solidaire. La solidarité ne se présume pas en matière civile, article 1310, soit elle est prévue par la loi, soit elle est prévue par contrat. Par ailleurs, la jurisprudence a découvert également ce qu'on appelle l'obligation in solidum, notamment dans un arrêt, un vieil arrêt, CIV 4 décembre 1939, l'arrêt Bogos, Nouroglou. Le principe, c'est que lorsque plusieurs auteurs ont causé le même dommage, ont concouru au même dommage, eh bien chacun de ces auteurs est tenu de le réparer. In solidum. Et donc, on applique les règles de la solidarité, article 1313, c'est-à-dire que le créancier peut demander le paiement intégral à n'importe lequel de ses débiteurs, de ses co-auteurs, il n'a pas à diviser son action. En l'espèce, nous l'avons dit, le commissaire aux comptes et François sont responsables envers la société de son dommage, du dommage qu'elle a subi, du fait de ce mensonge, du fait de la conclusion de ce contrat. Et donc, ils doivent lui verser des dommages d'intérêt. C'est une dette qui est divisible par nature, puisque c'est de l'argent, payer de l'argent, 10 000 euros, ça se découpe. Bon. Donc c'est une dette qui est divisible par nature et il n'y a pas de contrat qui stipule l'indivisibilité ou même la solidarité. Mais ici on peut appliquer les règles de l'obligation in solidum parce que c'est plusieurs co-auteurs responsables du même dommage. En conclusion, la société Low Equity peut, comme elle le souhaite, demander l'indemnisation intégrale de son préjudice au commissaire aux comptes et à François. On est sur le terrain extra-contractuel, donc oui, c'est réparation intégrale. Donc oui, elle peut obtenir satisfaction. Voilà, nous avons terminé effectivement ce sujet 2019. Je me permets de terminer par quelques rappels sur l'utilisation de la jurisprudence. Vous avez le droit au Code civil. Il y a plein de choses dans le Code civil. Et quand je vous disais dans mes conseils qu'il fallait le maîtriser, il faut aussi savoir faire la part entre les arrêts de principe et les arrêts d'espèce. C'est pour ça que, dans votre maîtrise du Code civil, que vous faites maintenant, jusqu'au mois de septembre, il faut ne souligner que les arrêts qui sont vraiment des arrêts de principe. Ne pas se référer aux arrêts d'espèce, d'accord? Parce que, comme leur nom l'indique, ce ne sont pas des arrêts de principe. Ce sont des illustrations que vous n'avez pas forcément lues, vous n'avez pas les détails des faits. Donc, si vous vous y référez alors que ce n'est pas exactement la même situation, vous pouvez aboutir à une solution inverse de celle à laquelle vous devriez arriver. Donc, ne citez que les arrêts qui sont des arrêts de principe ou, si ce sont des arrêts d'espèce, ceux que vous avez lus et dont vous savez qu'il s'applique exactement au cas d'espèce. C'est un arrêt d'espèce, très bien, je l'ai lu, et je sens très bien que c'est de cet arrêt que le principe a été tiré, que la consultation a été tirée. Et c'est seulement dans ce cas-là que vous allez citer
arrêt, d'accord? Donc soit c'est un arrêt de principe, et vous le citez, soit c'est un arrêt d'espèce, mais vous avez eu la chance de le lire avant, et vous savez que c'est exactement celui-là dont a été tirée la consultation. Alors là, oui. Parce que rappelez-vous, la Cour de cassation, elle unifie le droit, mais pas son application aux faits. Donc ce qu'elle a décidé dans un arrêt à propos de certains faits ne sera pas forcément exactement applicable de la même manière. Elle a posé le principe, mais la conséquence qui en est tirée n'est pas forcément la même selon les faits d'une espèce ou d'une autre. Ensuite, dernier conseil pour des conseils de rédaction. J'insiste bien sur le fait qu'il faut structurer les réponses en un plan avec des titres et des paragraphes apparents. Il est évident, on a commencé par ça, on découpe les parties, les sous-parties, elles doivent être apparentes. On doit écrire grand 1 et un titre, grand A et un titre, petit 1 et un titre. Il faut que le titre apparaisse. Et j'ai même envie de dire, vraiment, avec éventuellement des titres soulignés. En revanche, peut-être pas 1000 couleurs, hein, ça peut faire un petit peu folklorique. Éventuellement 2 couleurs, mais pas plus. On évite le rouge, on évite le vert, évidemment. Donc pour moi, on évite les couleurs. En revanche, on souligne et on saute des lignes. Avant un titre, il y a une ligne. Après un titre, il y a une ligne. Pas d'économie de papier. Vous avez toute la vie pour être écolo, pas le jour de votre épreuve. Au contraire, très très aéré. Faites aussi des phrases très courtes. Ne vous perdez pas dans des phrases très très longues. Ça rend votre copie plus difficile à lire, plus difficile à comprendre. Plus une phrase est courte, plus elle est facile à comprendre, plus on voit que vous avez compris l'idée. D'accord? Donc vraiment des phrases les plus courtes possibles. J'ai pas envie de dire presque sujet, verbe, complément, mais quand la phrase elle commence à faire plus de 3 lignes, vous l'arrêtez, d'accord? Vous la coupez. Surtout si parfois vous avez un peu de mal à utiliser la syntaxe, à utiliser les points-virgules, si vous ne savez pas très bien les maîtriser, vraiment, faites des phrases qui commencent par une majuscule, qui se terminent par un point, évitez trop les points-virgules si vous ne savez pas trop maîtriser, les 2 points, parfois vous ne savez pas maîtriser, les parenthèses, parfois vous ne maîtrisez pas trop. Je ne vous prends pas pour des idiots, hein. J'ai lu beaucoup de copies, et je le vois, et ça c'est des choses qui peuvent vous porter préjudice, alors que c'est trop bête. Je le disais, aérez vos paragraphes. Un paragraphe, une idée. Je saute des lignes. J'ai une première idée, je saute une ligne. Même dans vos majeures prêtes à l'emploi. Vous sentez bien que parfois dans une majeure, il y a conditions, effets. Je fais toute la liste de mes conditions, je saute une ligne, et ensuite, je fais les effets. Même la majeure, j'ai le droit de la tronquer. Bon. Globalement, la taille d'une copie, c'est environ 8 à 12 pages. Ça dépend évidemment de la manière dont vous écrivez. Si vous écrivez tout petit, si vous écrivez très gros, si vous sautez beaucoup de lignes ou pas. C'est pas Quand on dit 8 à 12 pages, c'est pour que vous ayez une idée, mais ça n'est pas un objectif à atteindre. Et surtout, dernier conseil, et c'est sur ça que je terminerai, il faut toujours, toujours, toujours finir la consultation. Ne pas finir, c'est sûr que vous n'avez pas la moyenne. C'est-à-dire que mieux vaut, quand vous sentez que vous êtes un petit peu à l'arrache au niveau du temps, passer très très vite, aller très vite et peut-être moins bien rédigé, plutôt que de ne pas finir. Parce que visualisez un avocat qui dirait écoutez, je suis désolé, j'ai pas fini, j'ai pas eu le temps, j'ai pas terminé mes conclusions. Hein, voilà, j'ai pas terminé. Là, ça ne passera pas du tout, d'accord? Alors que si il y a juste, voilà, il y a certains arguments que j'ai moins développés, votre client, il s'en rendra peut-être même pas compte, d'accord? Ne pas finir, pourquoi? Pour moi, c'est très discriminant. Donc, vous vous arrangez comme vous voulez. Si vous sentez que vous êtes un peu short dans le timing, vous allez plus vite, mais vous finissez. Et ça, c'est, du coup, pour être sûr de finir, il faut vous entraîner. À Objectif Barreau, on propose de nombreux entraînements. Faites-les. Faites-les et timez-vous. Dites-vous, voilà, moi, il faut que je passe pas plus de temps pour faire ça, tant de temps pour faire ça. Si vous suivez bien mes conseils, normalement, votre brouillon, c'est très rapide. Votre brouillon, ce sera un grand A, un grand A, un grand B, un petit 1, un petit 2, et ensuite une majeure prête à l'emploi. Et ensuite, vous rédigez. Et peut-être que vous vous direz, ok, très bien, mon brouillon doit être fait au bout d'une demi-heure, ou 3/4 d'heure, ou autre, j'en sais rien, mais entraînez-vous de manière à vous timer, de manière en fait à ce que le jour de l'épreuve, vous sachiez exactement quoi faire. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué, quoi faire, et quand le faire. Tout ça, ça vous rassure. Après, laissez-vous une marge. Hein, ne vous timez pas à la seconde près. Laissez-vous quelques minutes pour relire notamment, mais laissez-vous une marge. Mais plus vous aurez anticipé, plus vous vous serez entraîné, plus vous aurez un process en tête, et moins vous serez stressé le jour de l'examen, parce qu'en fait, vous l'aurez déjà fait 10 fois. Vous savez quoi faire et quand le faire. C'est ça qui fait peur, c'est quand on est dans l'inconnu, et quand on est dans le connu, finalement, le connu rassure, alors que l'inconnu panique. L'inconnu, c'est les faits, ça vous ne pouvez pas savoir quel sera le sujet, mais vous avez moyen d'être dans le connu pour l'immense majorité finalement de votre consultation. Voilà, je m'arrête parce que j'ai été un petit peu longue pour ce sujet 2019. Servez-vous de ce sujet comme d'un point d'ancrage, un point de repère pour votre sujet de septembre prochain. Je vous souhaite bon courage.